On imagine mal tout ce qui se passe dans notre corps, là, à l'instant même. Il y a notamment un processus absolument incroyable, une filtration d'une précision et d'une ampleur stupéfiante qui se déroule sans qu'on y prête la moindre attention. Aujourd'hui, on va justement mettre un coup de projecteur sur ce héros un peu méconnu, la filtration glomérulaire. Alors, accrochez-vous bien, 190 litres. Oui, 190. C'est un chiffre qui paraît juste énorme. Pour se faire une idée, c'est comme des dizaines et des dizaines de grosses bouteilles d'eau toutes alignées. Eh bien, c'est le volume de liquide que les reins arrivent à filtrer chaque jour. La question qui se pose, c'est comment est-ce possible? Comment le corps peut bien gérer un travail pareil, une tâche quasi herculéenne, et le faire de manière aussi efficace et surtout aussi discrète? C'est un peu le mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va s'attaquer à ce fameux défi des 190 litres. Ensuite, on plongera au cœur du microfiltre. On verra aussi la pression qu'il faut pour purifier tout ça, puis comment on mesure la santé des reins, et on terminera avec le pilote automatique du rein. Un super programme. Bon, on attaque le défi des 190 litres. Qu'est-ce que c'est, au juste? En fait, ce chiffre, c'est ce que les scientifiques appellent l'urine primitive. Il faut l'imaginer comme un premier jet, un brouillon très très grossier. C'est tout le liquide du sang qui est passé à travers le filtre, un peu en vrac, avant que le corps ne fasse le tri et ne décide ce qu'il veut vraiment garder. Heureusement, et là on peut être rassuré, on n'élimine pas 190 litres par jour. Imaginez, ce serait juste épuisant. Non, c'est là que toute l'intelligence du rein se révèle. Il va réabsorber, avec une précision d'horloger, 99% de ce liquide. Tout ce qui est utile, l'eau, les nutriments, les sels minéraux, hop, ça retourne dans le sang. Il ne reste plus que le 1% final, qui lui contient les vrais déchets à éliminer. Ok, maintenant qu'on a vu l'échelle macro, on va zoomer. On passe au niveau microscopique pour voir où, concrètement, toute cette magie se produit. On part en voyage à l'intérieur de ce filtre, qui est d'une complexité folle. Et voilà la star du jour, le glomérule. Retenez bien ce nom. C'est quoi? Imaginez une toute petite pelote de vaisseau sanguin, microscopique. Eh bien c'est ça, l'unité de base de la filtration. Et le truc dingue, c'est qu'il y en a environ 1,2 million dans chaque rein. C'est comme une immense armée de microfiltres qui bossent tous en même temps. Alors ce filtre, cette barrière, elle est faite de 3 couches. On va les prendre une par une. La première, c'est l'endothélium. En gros, c'est la paroi intérieure des vaisseaux sanguins. Et cette paroi, elle est pleine de petits trous, des fenêtres, un peu comme une passoire, quoi. Ça laisse passer le liquide, mais ça bloque les gros éléments, comme les cellules du sang. Juste après, on a la deuxième couche, la membrane basale. Elle, c'est un peu le videur de la boîte de nuit. Son job est hyper important. Elle laisse passer les petites molécules, mais elle bloque les grosses, en particulier les protéines. Et ça, c'est crucial, parce que sans elle, on perdrait des éléments vitaux à chaque passage. Et pour finir, la troisième et dernière couche, les podocytes. Ce sont des cellules assez spéciales, avec des sortes de quais qui viennent s'enrouler autour des vaisseaux et s'entrecroiser. Ça crée des sondes de filtration encore plus fines. C'est vraiment l'ultime contrôle, la finition. Un peu comme un filtre à café super performant qui garantit que seul le liquide passe et rien d'autre. Maintenant, il faut bien comprendre que tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas passif. C'est le résultat d'une sorte de bataille de force. Un équilibre physique très précis qui va activement pousser le liquide à travers les 3 couches qu'on vient de voir. Alors comment ça marche, cette fameuse poussée? C'est un jeu de pression. D'un côté, il y a la force qui pousse, c'est la pression hydrostatique, en gros la pression du sang, qui veut faire sortir le liquide, mais de l'autre côté, il y a des forces qui tirent en arrière, qui s'opposent à la filtration. C'est la pression des protéines dans le sang, qui essaye de retenir l'eau, et aussi la pression du liquide déjà filtré, qui pousse un peu en sens inverse. Pour que ça marche, il faut absolument que la force qui pousse soit plus forte que les forces qui tirent. C'est ce combat permanent qui permet la filtration. Ok, on a vu le comment au niveau micro, maintenant on dézoome complètement pour voir à quoi ça sert en pratique dans le monde réel. Parce que mesurer l'efficacité de ce filtre, c'est absolument fondamental en médecine. Et pourquoi c'est si important de mesurer ça? Pour 2 raisons principales. Premièrement, ça permet de détecter très tôt les maladies des reins, les néphropathies. Et deuxièmement, c'est indispensable pour adapter les doses de beaucoup de médicaments. Si le filtre marche moins bien, les médicaments peuvent s'accumuler et devenir dangereux, toxiques. L'outil qu'on utilise pour ça s'appelle la clairance rénale. C'est un concept un peu abstrait, mais l'idée est simple. C'est le volume de sang que les reins arrivent à nettoyer complètement d'une certaine substance chaque minute. L'analogie de la piscine est parfaite. La clairance, c'est comme mesurer le volume d'eau que le filtre de la piscine nettoie parfaitement chaque minute. C'est la même logique. Pour la mesurer, on a 2 grandes méthodes. La première, c'est la méthode exogène. On injecte une substance, comme l'inuline, et on mesure comment elle est éliminée. C'est la méthode la plus précise, la référence absolue. Le problème, c'est que c'est lourd, ça demande une perfusion, bref, pas pratique.
C'est pour ça qu'en routine, on utilise la méthode endogène. On mesure la créatinine, une substance que notre corps produit naturellement. C'est beaucoup plus simple, un simple test sanguin suffit. C'est un peu moins précis, mais largement suffisant pour le suivi. C'est le classique compromis entre la précision parfaite et ce qui est faisable au quotidien. Et ça donne quoi comme chiffre? Eh bien, pour un adulte en bonne santé, on est autour de 130 ml par minute, plus ou moins 30. Et si on fait le calcul, 130 ml par minute, multiplié par toutes les minutes d'une journée, on retombe sur nos fameux 190 litres. La boucle est bouclée. Tout se tient. On arrive à la dernière partie et peut-être la plus fascinante. On va parler d'une capacité vraiment remarquable du rein, son pilote automatique. Sa façon de s'auto-réguler pour que ce débit de filtration reste toujours constant. Il faut bien voir que dans une journée, la pression artérielle, elle fait n'importe quoi. On court pour attraper un bus, elle monte en flèche. On se détend, elle baisse. Un coup de stress, elle remonte. Si la filtration des reins devait suivre ces montagnes russes, ce serait juste le chaos. Le système a besoin d'une stabilité à toute épreuve. La question, c'est comment le rein fait-il pour se protéger de tout ça? C'est là que c'est bluffant. Regardez. Que la pression artérielle soit à 60, à 120 ou même à 180, le débit de filtration, lui, il reste stable, pratiquement scotché à 130 ml par minute. C'est ça l'autorégulation. C'est cette capacité incroyable du rein à se créer sa propre bulle, son environnement de travail stable, sans se soucier des tempêtes qui peuvent agiter le reste de l'organisme. Et comment fonctionne ce fameux pilote automatique? Il a deux mécanismes principaux. Le premier, c'est une réponse directe du vaisseau sanguin qui amène le sang au filtre. S'il y a trop de pression, il se contracte tout seul pour protéger le système. Moins de pression, il se dilate. C'est le réflexe myogénique. Le deuxième mécanisme, c'est un système de feedback. Un peu plus loin, un capteur analyse ce qui a été filtré. S'il sent que le débit n'est pas bon, il envoie un signal en retour au vaisseau d'entrée pour lui dire de s'ajuster. C'est un système de contrôle en boucle, c'est super intelligent. Bon, on a vu l'échelle, la mécanique de précision, les forces en jeu et même le système de régulation. C'est un système vital, on l'a bien compris. Et ça nous amène à une toute dernière question, une question un peu plus grave. Si ce filtre microscopique si perfectionné et si autonome est aussi crucial, qu'est-ce qui se passe quand, bien souvent en silence, il commence à s'abîmer, à flancher? C'est une question absolument essentielle qui concerne la santé de millions de personnes dans le monde.